Bonjour, bienvenue au nom de Attaque Luxembourg et de Etika Luxembourg dans le cadre de cette troisième conférence lunch de cette année. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Paul Demitsky, qui est derrière moi, pour un thème qu'on aborde de manière souvent très elliptique au Luxembourg et ailleurs, qui est de l'éthique dans la finance. Puisque, bon, déjà, le sujet est souvent abordé par les acteurs de la place ou par d'autres institutions financières, particulièrement en ce moment, par rapport à l'actualité avec Panama Papers, où on a généralement donc des acteurs du monde financier, que ce soit donc des banques, mais aussi des fiduciaires ou des sociétés de courtage qui sont souvent prises la main dans le sac et qui répètent « oui, cette fois-ci on a mis un code de bonne conduite, on ne le refera plus, désolé, etc. etc. » Ce qui nous a semblé intéressant, et c'est ce que M. Demitsky va développer dans son propos, c'est que justement on peut voir au-delà du discours, on va dire, traditionnel, aussi bien de critique que des acteurs, que l'éthique dans la finance, ce n'est pas une option, mais c'est plutôt une obligation, dans la mesure où, et à Etika, on essaie justement de mettre ça en avant, que la finance et que les mécanismes d'investissement sont absolument nécessaires pour qu'une société, une communauté puisse bien fonctionner entre une sphère de production et une sphère de consommation, mais il ne faut jamais oublier qu'avant, il y a une sphère d'investissement. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Paul Demitsky. Et comme d'habitude, à la fin, il y aura bien sûr les questions-réponses et puis les traditionnelles séances de dédicace sur son livre que vous avez là, sur ma gauche. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Bien, bonjour. C'est une grande joie de visiter le Grand-Duché, de pouvoir partager un certain nombre de réflexions, de résultats peut-être de recherche que j'ai eu l'opportunité de faire, pas tout seul, mais justement c'est pour ça que je m'arrête sur cette page blanche pour vous dire deux mots sur l'Observatoire de la finance. L'Observatoire de la finance qui est de la même génération que Etika, d'après ce que je viens d'apprendre. Nous sommes aussi nés en 1996, 96, je crois qu'on peut aussi l'utiliser ici. Nous sommes nés avec une question qui avait été posée à l'époque par un des présidents des écoles polytechniques fédérales, qui ensuite sont la pointe du progrès technologique, si vous voulez. Il est venu un jour dans mon bureau et il m'a posé la question, mais en fait, j'ai pas mal de casquettes, disait-il, je suis ingénieur, je construis des ponts, je suis directeur et président de ces grandes écoles, mais je ne suis pas économe, c'est le terme qu'il a utilisé, je ne suis pas économe et je me pose la question à quoi servent les marchés financiers? Donc quelle est la mission des marchés financiers? Et c'était une question, vu que le personnage était sérieux, bien plus âgé que moi, peut-être mon âge aujourd'hui, m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, cette question d'une naïveté simpliste, on pourrait dire à premier abord, on prend un manuel de finance, on lui dit qu'il y a des questions-réponses à la fin, ou que si jamais il y a des questions qui restent, on peut se rencontrer un peu plus tard. Mais en fait, son interrogation a conduit avec un de mes amis à creuser cette question et à découvrir des couches, en quelque sorte, sous-jacentes, que ça soit au niveau du rapport entre la finance et l'économie réelle, que ça soit de la finance avec la sphère des valeurs. De là est né un petit ouvrage que vous pouvez trouver sur le site web de l'Observatoire qui s'appelle « Marché financier et vocation trahie » avec un grand point d'interrogation. Et ça, c'était 1993 ou 4, donc il y a bien plus de 20 ans. Et c'est sur la base de ce petit ouvrage que l'Observatoire est né, justement en se disant il y a un triangle à étudier sur lequel les économistes, les régulateurs, les journalistes, etc., n'ont pas une prise, n'ont pas une vue un peu d'ensemble. Donc ce triangle est fait de 3 sommets, la finance, l'économie réelle et la sphère des valeurs. Et je crois que c'est pendant 20 ans, on s'est à peu près baladé, si vous voulez, à l'intérieur de ce triangle. Progressivement, alors il y a quelque chose qui m'échappe là, peut-être celui-là, voilà. Alors moi je me définis comme
économiste, je suis économiste, mais depuis les 20 ans où la question des valeurs, la question du sens et la question du rapport entre la finance et l'économie réelle me préoccupent, peut-être je suis en marge de l'univers des économistes. D'ailleurs, j'aurai quelques paroles pour cette profession qui peut-être ne seront pas tout à fait orthodoxes. Le Finance et bien commun, c'est le titre d'une petite revue que nous éditons, que nous essayons d'éditer 1 ou 2 fois par année selon les possibilités. Ça vous donne un peu la tonalité de la chose. Alors, quels sont les 4 points que j'aimerais aborder avec vous? Et je pense qu'on aura l'occasion ensuite d'échanger si le temps le permet et si l'envie est là. Pourquoi la finance a besoin d'éthique, hein, quelques éléments de réponse plutôt signalétiques. Ensuite, comment est-ce qu'on peut lire, ou quelles sont les leçons que l'on peut tirer de la crise dans la perspective d'une analyse qui va au-delà de l'analyse purement technique. Une question qui me paraît fondamentale, c'est celle de savoir, et il y a une confusion, est-ce qu'on parle de l'éthique en finance ou de l'éthique de la finance ? Est-ce que c'est ethics in finance ou finance ethics? C'est la distinction est, me semble-t-il, encore une fois important. Et puis, la question d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, l'été dernier, le groupe des 30 a publié son rapport sur le Ethics, Values, Ethics and Conduct, je crois que c'est ça le titre, où il mettait un grand accent sur les codes, les valeurs, etc. Et en fait, il omettait de mettre l'accent sur la question d'éthique au sens que je vais essayer de définir tout à l'heure. Donc voilà les quatre thèmes que j'aimerais aborder, on a dit dans une quarantaine de minutes, donc ça devrait plus ou moins coller. Pourquoi est-ce que la finance a besoin d'éthique? Elle a besoin d'éthique, il y a plusieurs réponses bien sûr possibles, elles sont toutes un peu anecdotiques si vous voulez, mais la première d'entre elles, c'est que c'est une activité qui manie de l'argent, et l'argent, depuis, je l'ai mis exprès entre guillemets, parce que l'argent, depuis la nuit des temps, depuis qu'il existe, est recouvert d'un voile de mystère, à la fois du point de vue technique, du point de vue sociétal, et aussi du point de vue de toutes les évocations, en quelque sorte, qu'il véhicule avec lui, des fois, c'est pas, les veaux d'or de la Bible d'un côté, la cupidité de l'autre, l'équivalent général du troisième. Donc l'argent n'est pas un objet comme les sièges, les tables ou les sandwichs que nous venons de consommer, c'est quelque chose au niveau du vécu humain tout à fait particulier. Donc c'est une activité délicate en soi, particulière en soi. Le deuxième point, c'est que la finance, la plupart de l'activité financière, c'est pas seulement qu'elle a affaire avec l'argent, mais l'argent qui ne lui appartient pas. Donc l'argent des autres. Et cette activité de l'argent des autres a des répercussions sur le rapport au propriétaire, entre le propriétaire et le manipulateur, ou le gestionnaire, ou celui qui a le pouvoir de signature momentanée sur les flux, etc. Donc, il y a la dimension de confiance, il y a la dimension de transfert de confiance, il y a la dimension de responsabilité réciproque des acteurs, que ce soit de celui qui l'utilise en dernier lieu, donc l'emprunteur ou celui qui est à la tête d'une entreprise dans laquelle la finance a pris des positions, le gouvernement qui s'est endetté, et puis le propriétaire en passant par l'intermédiaire qui est quelque part au milieu. Le troisième point important, pourquoi la finance a besoin de la finance en sens des activités financières, pourquoi la finance a besoin d'éthique, c'est qu'on ne peut pas imaginer, il n'y a pas de finance sans dimension temporelle. Toute activité financière, elle est orientée vers l'avenir, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc si elle est orientée vers l'avenir, et si c'est l'argent des autres, c'est aussi le temps des autres, l'horizon de vie, l'horizon de projet des autres. Donc c'est encore une fois, c'est doublement délicat, cette activité est doublement délicate. Elle est délicate parce qu'elle manipule l'argent des autres et parce que, d'une manière ou d'une autre, elle rentre dans la vie, dans les projets des autres, que ce soit des collectivités publiques ou des entreprises ou des particuliers. Et puis, finalement, c'est une activité d'intermédiation. Ce qu'on appelle la finance, c'est une activité d'intermédiation. Ce n'est pas seulement que c'est l'argent des autres,
Mais l'intermédiation, elle implique un go-between, en quelque sorte, hein, entre deux pôles d'une transaction, avec la question de la loyauté, du conflit des loyautés, de l'intérêt propre de l'intermédiaire qui s'impose ou qui épouse tantôt l'intérêt d'une des parties, tantôt l'intérêt d'une autre des parties. En fouillant un peu dans des papiers juridiques, il y a quelques années, je suis tombé sur un article magnifique qui parlait des juristes ambidextres, hein, des juristes ambidextres qui, en quelque sorte, travaillaient pour les deux parties, et sans que nécessairement les deux parties en soient au courant. Donc la finance, elle est un peu, par sa vocation, l'activité d'intermédiation, est exposée à ces tensions en matière de loyauté. Et puis le dernier point, bon, on pourrait allonger la liste, mais le dernier point qui me paraît particulièrement pertinent pour la finance contemporaine, c'est le degré d'abstraction dans lequel on vit. Le degré d'abstraction, alors j'ai mis du chiffre pur parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on voit sur les écrans d'ordinateur, sur les tableurs Excel ou sur les graphes XY, on voit des chiffres, on voit du chiffre. Et voir ce qu'il y a au-delà du chiffre, comprendre comment ce chiffre interfère ou n'interfère pas avec la vie des autres, avec le temps des autres, avec des certains genres de mécanismes d'institutions, etc., que l'on croise tous les jours dans sa vie, demande un effort particulièrement grand aujourd'hui, plus grand, je pense, aujourd'hui que quand le changeur était installé au cœur d'une place de marché, d'imagination, à quoi ça sert, à quoi est-ce qu'on pourrait servir, par rapport à quoi on peut être responsable, comment est-ce qu'on peut évaluer le succès ou le manque de succès en termes d'utilité d'une activité financière. Donc oui, il y a un besoin d'éthique, et plus cette activité devient technicisée, je pense que plus on a tendance à remplacer de l'éthique par de la technique, et du coup, ce besoin ne fait que grandir. Je crois que c'est le cas aujourd'hui de l'éthique au sens de réflexion, de la pensée éthique. On a l'impression que la technique a donné toutes les réponses. Ben non, elle n'a pas donné toutes les réponses. Donc voilà, ça c'est le premier point, un peu en guise d'introduction. Pourquoi ? Il y a un autre point qui est important, je crois, c'est que nous avons vécu, nous vivons encore, si on en croit malheureusement les programmes d'enseignement dans la plupart des business schools ou de facultés d'économie ou de finance, etc. Nous vivons dans une théorie, comme si une théorie était toujours valable, une théorie qui est très séduisante, elle est esthétiquement très élégante, elle est mécaniquement belle, si vous voulez, et elle devient une genre d'une idéologie. J'y reviendrai tout à l'heure en parlant de l'Homo economicus que je comparais à Frankenstein en plongeant dans les laboratoires de Pareto. Donc elle est devenue un genre d'idéologie. On ne sait plus très bien d'où ça vient, mais on sait que c'est là et qu'elle produit des fois des illusions et des fois des mensonges. Il y a cette technologie du virtuel que j'ai mentionné tout à l'heure, cette technologie du virtuel qui est un véritable écran entre l'opérateur, entre le détenteur, pas seulement l'opérateur au sens intermédiaire, mais le détenteur des moyens financiers, et puis ce qui se passe à l'autre bout. Et cet écran, fait que les conséquences des actes cessent d'être clairement visibles. Le marché, la théorie dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est quand même bâtie autour d'une mythologie du marché efficient, du marché parfait, du marché qui fonctionne. Mais le marché, c'est qui ? Personne d'entre nous n'a jamais rencontré le marché. On a rencontré des acteurs de marché. Mais ces acteurs de marché se noient dans la foule et puis finalement disent c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est le marché qui dit, c'est le marché qui fait, etc. Donc j'ai l'impression que ici, cette vision des conséquences, elle est atténuée notamment par le prisme ou l'omniprésence du marché plus ou moins idéalisé, puisque l'on sait
que dans les activités financières, autant qu'ailleurs, les 3/4 des transactions se passent hors marché organisé, si ce n'est pas plus, se passent en dehors des marchés organisés. Donc dire que le marché dit et que le marché en même temps est absent, ou un des grands absents, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Et puis, le dernier point, pourquoi la finance a besoin d'éthique, c'est une dimension peut-être d'interculturalité, notamment dans les très très grands groupes financiers qui sont globaux par définition, ou en tout cas sont devenus globaux durant les 30 ou 40 dernières années, et dans lesquels se côtoient, du point de vue anthropologique, ethnologique, ethnographique, toutes les cultures du monde, mais toutes ces cultures du monde sont passées par le même schéma formateur des écoles de business, des écoles d'économie ou de finance, et puis en quelque sorte, il y a une dilution des cultures, dilution dans le sens que, un peu un race to the bottom quelque part, la course vers le plus petit dénominateur commun, et là encore, les réponses techniques remplacent très souvent la dimension éthique, ce qui fait que la finance, oui, la finance a besoin d'éthique. Alors, on avait fait faire ces petits dessins de la finance au moment où l'Observatoire est né, donc il y a presque 20 ans. Vous voyez cette belle montgolfière, vous voyez ces pentes presque aussi abruptes que dans le slide de départ. On voit aussi quand l'économie réelle est en train de se délester de tout un tas de choses pour pouvoir faire monter le ballon financier. C'est les 30 années que nous avons baptisées à l'Observatoire les 30 euphoriques. Les 30 euphoriques qui étaient 30 euphoriques de la finance. Elles sont venues succéder aux 30 glorieuses que vous connaissez bien. C'est les années qui ont commencé au milieu des années 70 pour se terminer avec la crise 2006-2007. Quel était le point central? Était de dire, nous avons des nouvelles techniques, cette théorie magnifique, hein, nous avons des nouvelles techniques, nous avons des nouvelles compétences technologiques, et au fait, la finance peut répondre de manière positive à un certain nombre, ou plutôt elle peut lever un certain nombre de contraintes qui enserraient l'activité économique jusque-là, notamment le financement de déficit, notamment la question des caisses de pension, enfin de financement des retraites, etc. Il y a plusieurs exemples. On peut desserrer la contrainte. Endettez-vous, il y a quelqu'un qui est d'accord de vous prêter. Il est d'accord de vous prêter, donc les questions de rigueur financière, que ce soit au niveau macroéconomique, que ce soit au niveau microéconomique, est devenu secondaire, pour autant qu'on trouve un prêteur. On a vu où ça nous a conduit, que ce soit avec les subprimes, que ce soit avec la dette souveraine, que ce soit avec d'autres épisodes. Mais le discours était un discours euphorisant, enfin un discours, cette idéologie dont j'ai parlé, elle était un peu euphorisante, puisque on arrive en quelque sorte à le faire, et on arrive à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de graphes, mais c'est un des graphes qui me paraît vaut la peine qu'on s'y arrête quelques minutes. Parce que, vous voyez, si on regarde la courbe rouge, vous voyez que la pente est tout aussi semblable, en tout cas dans la partie ici, la partie centrale, vous voyez que la pente est semblable à la paroi rocheuse du petit dessin. Il y a 4 choses qui sont représentées dans ce graphique. C'est un truc de longue période, de 50 ans, donc d'un demi-siècle, de croissance de l'économie américaine. Donc la courbe verte, c'est la croissance cumulée, donc composée, de l'économie américaine en termes nominaux. Donc si on considère l'économie américaine comme ayant un PNB de 1 en 64 ou 63, on atterrit en 2012 ou 2013, on se retrouve avec une valeur de, en gros, 25. Ou 20, un peu moins, oui, 24, quoi. Bon, ok. Si vous aviez, à la même période, $1, et que vous aviez acheté des bons de trésor à 10 ans, que vous ayez réinvesti systématiquement les coupons, ben à la fin de la période, votre portefeuille, votre fortune, aurait à peu près été multipliée par le même facteur, donc vous auriez 25 ou 24 $. D'accord?
Maintenant, il y a les deux autres courbes. Les deux autres courbes qui sont intéressantes parce qu'elles se réfèrent à des réalités économiques que sont les entreprises, les monstres de l'économie mondiale, qui sont cotés, enfin qui font partie de l'indice Standard & Poor's 500. Et vous voyez deux courbes. Vous voyez la croissance cumulée rouge, la croissance cumulée de la capitalisation, donc de la valeur de ces entreprises telles que pricées par les bourses, avec les deux ou trois chutes brutales, une remontée. Si on avait continué la courbe jusqu'à aujourd'hui, il y aurait aussi un décrochement de plus, donc il y aura un glissement de plus. Mais, quoi qu'il en soit, on est dans une fourchette entre 40 et 60 en termes de valeur d'arrivée, hein, même si on prend la moyenne des dernières observations, des 3 dernières observations, ou des 3 derniers points ici, on est plutôt du côté de 50 que de 25. Bien. Donc ça, c'est le reflet de la manière dont le secteur financier, au sens large, y compris les épargnants, donc les épargnants primaires, évalue les entreprises qui sont cotées. Quand on évalue une entreprise, on évalue aussi son avenir, donc le potentiel des gains futurs. Vous voyez qu'il y a une belle envolée par rapport à l'économie mondiale. Et vous voyez qu'il y a des choses qui ont commencé à se passer quelque part ici, dans les fin des années 70, début des années 80. C'est bien la période où nous avions vu décoller l'économie financière, donc la financiarisation d'un côté, et de l'autre côté, cette euphorie dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il reste la courbe bleue. Elle est, je pense, intéressante justement en contraste avec la courbe rouge, parce que c'est les bénéfices composés, donc la croissance composée des bénéfices des entreprises qui font partie du Standard & Poor's 500. Donc vous avez entre le rouge et le bleu, vous avez deux regards qui sont posés sur la même réalité économique que sont ces 500 groupes. D'un côté, l'évaluation financière, de l'autre côté, on pourrait dire le résultat opérationnel, c'est quelque chose qui est quand même plus proche de l'économie qu'on aime aujourd'hui appeler économie réelle. Donc, la question, la crise, puisque c'est de ça dont on parle, c'est un peu un point d'interrogation que l'on pourrait mettre ici. Comment expliquer, comment est-ce qu'on peut comprendre l'écart entre le taux de croissance d'un côté de l'économie macro, la performance réelle des entreprises, et puis cette flambée des évaluations qui n'était quand même pas une flambée de quelques secondes, et la durée où elle dure, on ne sait pas s'il faut utiliser le présent ou le passé, si elle dure encore, si elle dure depuis 30 ou 40 ans. Donc nous avons affaire avec des changements de long terme. Alors, je ne vais pas bien sûr donner d'explication à cela, il y a quelques éléments peut-être, et je crois que ces quelques éléments, il faut qu'on passe par la réflexion sur ce que fait la finance. Il y a cette magnifique, je ne sais pas si certains d'entre vous probablement ont eu entre les mains le bouquin, non pas de Gaël Giraud, mais de Jean-Noël Giraud, qui date de 2001 ou 2002, et qui porte ce titre « Commerce des promesses ». Et je trouve que c'est la plus belle définition de la finance. C'est un commerce de promesses. C'est un commerce de promesses. Et il y a on pourrait presque faire un cours sur ces deux mots. Il y a la promesse de celui qui formule, mais il y a aussi quelqu'un qui reçoit la promesse. Donc il y a une dimension de confiance. C'est le premier point. Et puis encore une fois, il y a la promesse, elle va nécessairement tourner vers l'avenir. Donc, avec l'avenir, il y a une incertitude. On ne sait pas ce qui peut se passer. On peut utiliser le terme de risque, mais je ne vais pas le faire. Il y a donc cette dimension d'incertitude, la confiance qui devient comme un pont par-dessus un torrent d'incertitude. Bien, mais il y a aussi la dimension commerce. Commerce, donc ça veut dire qu'il y a des prix, qu'il y a des possibilités d'échanger, qu'il y a des manières d'évaluer. Donc il y a tout ça autour. Donc ce n'est pas seulement le fait de formuler les promesses, voire éventuellement de les recevoir, mais aussi d'agir dessus et de se les transmettre les uns aux autres. Donc que fait la finance? Eh bien, on en a dit en introduction, et je remercie
Jean-Baptiste pour la manière dont il a eu la gentillesse de m'introduire et de m'inviter ici pour partager ces quelques réflexions. Alors bien sûr, la première chose que l'on oublie, et qui est aujourd'hui terriblement importante, beaucoup plus importante qu'il y a 20 ans, c'est la finance qui gère le système de paiement. Depuis qu'on n'a plus de monnaie dans nos poches, tout est devenu actif financier. Donc la monnaie a disparu, mais c'est une autre thèse sur laquelle je pourrais développer. Je ne vais pas le faire. La deuxième chose que fait la finance, et justement Jean-Baptiste s'y est référé, la fonction traditionnelle de la finance, c'est de dire, ben voilà, il y a d'un côté de l'épargne, donc des moyens qui sont en dehors du circuit économique, qui ne sont pas immédiatement utilisables, et puis de l'autre côté, il y a du potentiel. Du potentiel, il y a des idées, il y a des projets, etc. Et puis, c'est en quelque sorte à l'activité financière de faire le bridge, encore une fois, le pont entre les deux, en collectant l'épargne d'un côté, et puis en la packageant et la transférant, selon les instruments et selon les modalités, vers ceux qui ont des projets porteurs, des projets au sens de création future de valeur ajoutée, donc contribution au PNB, etc. Bien. Jusqu'à la crise, dans pas mal de manuels même de finance, on avait essentiellement ces deux fonctions qui apparaissaient. Pas dans tous, mais dans pas mal. Mais on oubliait une chose, c'est que cette période de l'euphorie financière, de l'innovation financière qu'il a portée, de la force technologique qui a animé tout ça, qui a rendu tout ça possible, il y a eu aussi un déplacement de la fonction de l'activité financière, de la gestion et de l'allocation des capitaux, des financements, c'était le point de l'épargne et de l'investissement, vers l'allocation des risques et la gestion des risques. En effet, la grande famille des dérivés, qui encore une fois a fleuri, n'a pas été inventée, mais elle a fleuri et puis elle s'est multipliée pendant la période euphorique, cette grande famille, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet en bonne partie de dissocier le risque de l'allocation du capital. Et la finance, en tant qu'ensemble d'activités, ensemble d'instruments, ensemble de modèles, etc., a investi très fortement ce secteur. Et aujourd'hui, c'est très difficile de faire une analyse statistique pour dire combien va dans l'allocation, quel est l'effort productif qui va dans l'allocation des capitaux, quel est l'effort qui va dans l'allocation des risques. J'avais fait cet exercice il y a quelques années pour l'économie suisse et je suis arrivé à une réponse à en gros 50-50. Donc si en Suisse, qui est moins fortement... elle est moins structurellement dépendante de l'activité financière que l'économie luxembourgeoise, mais on est quand même à 12, 13, 14% selon les calculs du PIB qui vient du secteur financier. Ben, il y a entre 6 et 7% qui relèvent ou qui sont générés à travers l'activité d'intermédiation dans l'allocation des capitaux, et probablement autant, voire plus, qui sont générés par l'activité de la gestion de risque, cette mission ou cette fonction qui est liée à la période euphorique. En effet, entre les deux périodes que j'ai mentionnées sur un des slides précédents, ben, il y a eu un changement fondamental dans la manière dans le rôle de la finance. Dans les 30 glorieuses, donc jusqu'en gros milieu des années 70, la primauté du secteur était très très clairement dans l'allocation des capitaux. C'était les banques d'investissement, c'était les caisses d'épargne, c'était la collecte et le financement des projets, y compris des projets publics. Avec les 30 euphoriques, avec la modélisation, sophistication technique, sophistication intellectuelle et la globalisation au sens géographique du terme, c'est l'allocation des risques qui est devenue le driving force du développement de l'activité financière. Et c'est là aussi, c'est autour de ces activités, de ces produits que se sont faits les grandes institutions financières internationales. C'est là où aujourd'hui on fait, où on faisait de l'argent.
Mais, comme j'ai dit au début, c'est très fortement technologique, c'est très fortement virtuel, c'est beaucoup plus difficile à introduire un discours éthique dans la gestion de risques, du point de vue de sa technicité, du point de vue de la distance par rapport aux conséquences, que quand on parle du financement des investissements, voire de la collecte d'épargne. Et puis après sont arrivées donc les années critiques où se sont opérées des ruptures, on pourrait dire, de confiance. On a souvent dit que la disparition de la liquidité, c'était une rupture de confiance. Je pense que c'est un peu aller vite en besogne, parce que si je détiens la position sur un acteur dans lequel j'ai fait confiance ou dont les promesses me semblent solides, je n'ai pas besoin de m'en débarrasser. Je fais confiance à celui que je finance. La liquidité, c'est autre chose. La liquidité, c'est de penser qu'il y a quelqu'un de plus fou que moi dans la pièce et à qui je pourrais refiler la patate chaude le moment où j'ai envie de le refiler et puis de prendre la tangente. C'est l'inverse de la confiance. C'est parce que je me méfie que j'ai besoin de la liquidité. Si je suis sûr, je n'ai pas besoin de la liquidité. Donc on a dit les ruptures de confiance, oui, parce que les marchés se sont asséchés. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'on a détenu des choses dans lesquelles on n'avait pas confiance et on était rassuré uniquement par l'hypothèse qu'il y avait quelqu'un de plus fou que moi dans la pièce que l'on les a détenus. Donc bien sûr, quand les fous sont partis, ben, je suis resté tout seul comme un petit idiot au milieu de la pièce vide. Donc oui, le rôle de la finance a fondamentalement changé en l'espace de 30 et 40 ans, ou 40 ans. Alors, les leçons de la crise, puisque c'est ça le sous-titre de ce petit chapitre, à mon avis, il y a 4 leçons que j'aimerais vous partager avec vous. Et la crise a été possible, cette crise de confiance fondamentale a été possible parce que, au long des 30 années d'euphorie, on a construit, on a laissé se développer une quadruple confusion. Et là, on n'est pas loin de la dimension éthique. Quadruple confusion. Il y a ce livre du XVIIe siècle, n'est-ce pas, un des premiers livres sur la finance, Confusion de Confusiones. Et je crois qu'on est dans une période de confusion des confusiones. D'abord, là, et le graphique que j'ai montré tout à l'heure, première confusion, celle entre le réel et le virtuel. Qu'est-ce qui est vrai de cette courbe rouge ou de cette courbe bleue que l'on a vue tout à l'heure? Qu'est-ce qui est vrai? Il est où la réalité? Où est la virtualité? Est-ce qu'on arrive à les séparer? J'ai des positions de dérivés. Est-ce que c'est de la virtualité ou c'est de la réalité? Quand ça cogne et ça se manifeste dans mon bilan ou dans mon compte opérationnel, bah, on a beau me dire que c'est de la virtualité, ça fait quand même mal. Donc, confusion entre le réel et le virtuel. Peut-être elle est inévitable, cette confusion, mais je crois qu'il faut l'épingler, il faut la mentionner parce qu'elle complique la réflexion éthique. Donc il y a eu une prolifération des actifs financiers, on a transformé à peu près tout et son contraire en actifs financiers, à commencer récemment, on a beaucoup parlé des matières premières, c'est pas le dernier objet de financiarisation, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. La deuxième confusion, c'est la confusion entre le présent et le futur. Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que si je suis en train de m'endetter, ou si quelqu'un est en train de me prêter de l'argent, c'est bien que je travaille sur 2 moments distants de ma vie ou de la vie de celui avec lequel j'opère. Il y a je vends. Si je m'endette, je vends mon futur parce que je me contrains à terme pour avoir une liberté aujourd'hui. Donc il y a un transfert quelque part de marge de liberté. De l'autre côté, une situation à l'inverse qui est en train de se produire. Mais vu que je traite tout ça aujourd'hui, en fait, je traite sur du temps. Je traite sur du temps. Et à un moment donné, on ne sait plus où on est dans ces temporalités. Ce n'est pas pour rien qu'au moment de la crise, notamment dans les pays du Sud, on a entendu parler des jeunes notamment en disant on a vendu notre futur. Oui, il y a quelque chose de vrai.
On a vendu, en hypothéquant, on a vendu, on s'est débarrassé, on a obstrué le futur. Et je pense que cette dimension de l'emprise sur le futur, de la manière dont on devient prisonnier de son propre futur par ce biais de mécanismes, a une dimension éthique extrêmement, extrêmement forte, mais sur laquelle on a très peu réfléchi. Bon, bien sûr, tous les effets de levier du monde, ben, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Je mets relativement peu de mon capital, je prends l'argent des autres. Pourquoi? Parce que je leur promets des lendemains qui chantent. La courbe rouge que je vous ai montrée, qu'est-ce que c'est? C'est des promesses, des flux futurs de revenus ou des transactions futures. Il y a une confusion entre ce que je mets aujourd'hui dans mes livres et ce qui existe effectivement. Dans un des meilleurs rapports qui a été fait sur la crise, c'est le rapport annuel de la Banque des règlements internationaux 2009. Il y a une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir, et de loin je ne suis pas le seul, des fois je l'utilise avec les étudiants, où la Banque des règlements dit voilà, l'industrie financière a comptabilisé les profits trop tôt. Trop tôt. Donc sous-entendu, avant qu'ils ne se matérialisent, avant qu'ils ne soient là. Donc, encore une fois, la course, enfin, le flou dans la flèche du temps, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que demain, et qu'est-ce que c'était éventuellement hier. Donc, deuxième confusion entre le présent et le futur, pour faire simple. Et puis, ah oui, ça j'ai oublié de le dire, mais c'est très important, parce que toute cette euphorie financière, elle n'a pas été uniquement, et je crois que c'est un point important pour bien baliser les choses, on a souvent dit, les financiers, c'est les méchants dans les financiers. Il y a la dimension offre d'instruments, bien sûr, elle est là. Mais il y avait une dimension demande. Et cette demande, ben, on est tous plus ou moins, on est tous dans les pays du Nord, on est tous dans le bain. Que ça soit directement, parce qu'on était un peu grassouillés, puis on a de l'épargne, et puis on aimerait bien que cette épargne rapporte, etc. Par le biais des fonds de pension dont on a fait des cathédrales financières des temps modernes. Et bien sûr, derrière, il y a quoi? Il y a cette idée de se débarrasser du risque. Hein? La finance, c'est l'assurance. C'est l'assurance vieillesse, la prévoyance, etc. Tout ça a une dimension assurantielle très claire. Donc je ne veux pas prendre le risque de demain, je veux qu'on me fasse un monde sans risque. Et ce monde sans risque, et si possible encore sans travail, ça c'est encore une autre chose. Ça c'est le pari encore des retraites qui durent 40 ans. Donc un monde sans risque et un monde sans travail, quelqu'un d'autre va faire le travail. Donc tout ça participe à cette confusion entre le présent et le futur. La troisième confusion, c'est aussi cette confusion de la personne qui est de l'autre côté, ou de l'acteur, ou de ce qu'il y a de l'autre côté de la transaction que je suis en train d'opérer. Le marché, le grand flou, ou quelqu'un d'autre, avec, comme dirait Lévinas, avec son visage. Et finalement, en me regardant dans le miroir, est-ce que je suis moi ou est-ce que je suis le marché? Ou est-ce que je me cache derrière le marché pour ne pas être moi? Donc il y a un jeu quelque part de masque qui est, tous les jours dans les médias financiers, vous avez ce jeu de masque, qui suis-je? Et là, bien sûr, la société par action en tant qu'instrument permet de pousser cette confusion à l'extrême. Et puis finalement, la dernière confusion, qui me semble fondamentale, c'est la confusion entre les fins et les moyens. La finance, l'argent, l'activité commerciale, l'activité économique, il faut qu'elle ait un sens. Hugues Puel, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui a écrit beaucoup de choses sur l'éthique économique, il a cette belle phrase en disant « Le sens en français, c'est à la fois la signification et la direction ». Et c'est vrai, quand on n'a pas de sens, quand on n'a pas de fin, le moyen devient fin. Et le toujours plus sur lesquels on a éduqué des générations, on a oublié de leur poser la question, mais avec le temps, certains ont trouvé des réponses, d'abord trouvé la question, ensuite trouvé la réponse. Pourquoi? Avec quelle finalité? Soyez efficace, l'économie est efficace, le marché est efficace, ok, mais l'efficacité au nom de quoi? Au service de quoi?
Et cette question-là, c'est une confusion majeure qui, encore une fois, je pense, est caractéristique de la période d'euphorique dont on sort, mais on n'a pas, c'est tellement lisse, c'est tellement bien fichu qu'on a de la peine à sortir de manière cohérente. Alors, troisième point, c'est la question éthique en finance ou éthique de la finance. Si on part d'abord, qu'est-ce que ça signifie et comment est-ce qu'on pourrait interpréter cette distinction? Si on part de l'idée économie de la finance, éthique de la finance. Éthique de la finance, c'est une éthique qui permettrait à la finance de continuer et en quelque sorte, ça serait une éthique interne à la finance. Interne à la finance. La finance est un donné, et l'éthique, elle permet de fonctionner de l'intérieur. Un peu dans les réflexions de la théorie des systèmes, notamment de Niklas Luhmann, dont probablement certains d'entre vous le connaissent. Sa thèse ou sa théorie était de dire, mais voilà, les systèmes complexes, sociaux complexes, se développent ou pour faire face à de nouveaux défis, on crée des sous-systèmes où se génèrent, surgissent des sous-systèmes, et ces sous-systèmes prennent en charge différents défis, et par cette prise en charge, développent une éthique qui permet cette prise en charge et qui maintient en même temps qui permet la survie des systèmes. Bien, éthique de la finance. Mais maintenant, si on va vers l'autre, c'est-à-dire l'autre formulation, l'éthique en finance, le point de vue est différent. L'éthique est externe à la finance. Et la finance, comme d'autres champs de l'activité humaine, vont être irrigués par une réflexion éthique, par une action éthique, par une analyse éthique. Mais ça vient de l'extérieur. Et, n'est-ce pas, on culmine. Alors, bon, je vais revenir tout à l'heure sur la définition de Ricoeur, mais on culmine avec cet argument que l'on entend très souvent. Soyez éthique, mettez des valeurs dans votre banque, dans votre assurance, dans votre vie, parce que vous allez mieux vous en sortir. Eh bien, quand on pose cette question, quand on me la pose des fois, je réponds de la manière suivante. Dans l'au-delà, j'espère bien. Dans l'au-delà, j'espère bien. D'ici au terme de l'exercice suivant, ou dans celui dans 5 ans, j'ai aucune idée. Et promettre ou de motiver des institutions, des banques, des secteurs, des personnes à devenir éthiques parce que c'est rentable au sens sonnant et trébuchant du terme, me paraît être compatible avec la première vision, éventuellement, mais pas tellement avec la deuxième. Et de toute façon, je ne souscrirai jamais à une affirmation de ce type. Si vous prenez le rapport du groupe des Group of 30, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été publié en juin ou juillet dernier, juillet je crois, ben, c'est pas très clair, mais ils sont quand même de l'avis général. Si vous voulez avoir une bonne réputation, si vous voulez avoir un bon accès, etc., si vous voulez pas être pincé par le régulateur, si vous voulez faire des bons résultats, ben soyez éthique. C'est pas écrit en toutes lettres, j'ai pas trouvé cette phrase, mais l'atmosphère générale, la motivation pour ajouter de l'éthique à la finance, elle est finalement financière. Finalement financière. Je pense que ça ne suffit pas pour bien faire. Alors, je vais laisser de côté peut-être la dimension de l'homo economicus uniquement sur peut-être, je vais dire juste une chose. Pareto, qui était un professeur à Lausanne au début du siècle dernier, donc à la fin du 19e, début du 20e, c'est à lui qu'on doit ce modèle de l'homo economicus que je n'ai pas besoin de présenter. Et Pareto a dit quelque chose de très intéressant, parce qu'il a dit, voilà, pour comprendre le rapport de l'homme à l'économie, au bien matériel, je vais le disséquer. Je vais sortir de l'homme ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ses réflexes,
ses attitudes par rapport au bien matériel. Je vais faire un homo economicus sur un billard. Mais après, disait-il, il reviendra à ceux qui viennent ensuite de reprendre ces homo economicus et de le replanter dans l'homme humain, l'homo ethicus, l'homo ludens, l'homo sapiens, etc. Et de regarder comment ces différentes parcelles, ces différentes composantes interagissent entre elles. Et ça, c'était dans le projet parisien, et c'était clairement articulé. Ce qui s'est passé, et là encore une fois, c'est les économistes qui sont pas mal fautifs, c'est qu'ils se sont saisis de ce modèle de l'homo economicus que vous connaissez, qui est un maximisateur d'utilité ou de satisfaction, qui est un algorithme de maximisation, et on a dit, c'est ça la nature humaine. C'est ça le fin fond de la nature humaine. Et c'est comme ça qu'il apparaît encore aujourd'hui dans tout ce qui relève de près ou de loin de la microéconomie. Enfin, il y a quand même quelques courants prometteurs à l'horizon, mais le cœur de cet enseignement, c'est toujours ça. Et cet enseignement, il est, si vous voulez, il a été poussé à l'extrême au niveau de la finance, parce que moi j'ai dit, mais il y a un petit-fils à l'homo economicus, c'est l'homo financiarius, qui est exactement le même comme l'homo economicus en termes d'algorithme, sauf qu'il fonctionne dans ce paradigme de risque et de rendement. Hein, il y a les deux dimensions qui l'intéressent, c'est le risque et le rendement, c'est plus la satisfaction du chocolat ou de pain, comme l'homo economicus, c'est le risque et le rendement, et il trouve son chemin là-dedans. Sur ça est née toute la théorie, et cette théorie qui a servi pendant 30 années comme idéologie. Il n'y a jamais eu de questionnement épistémologique. Maintenant, ça commence un peu. Mais dans la finance, dans l'économie, elle s'est tue. Des controverses épistémologiques se sont tues dans les années 60. Mais il y en a eu. Et peut-être elles reviendront. Là, dans la finance, il n'y a jamais eu. Donc il n'y a jamais eu de questionnement éthique sur ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas à l'intérieur des modèles, à l'intérieur de la Weltanschauung financière. Donc, n'est-ce pas, quand Guico, dans son film là, Wall Street One, crie « Greed is good », il donne la réponse éthique et anthropologique, enfin, il pose plutôt la base, il explicite, il ne la pose pas, il explicite la base éthique et anthropologique des années euphoriques. Vous avez peut-être remarqué que ce même Michael Douglas, qui a joué dans Guico dans Wall Street One, en 2008 ou 2009, a été sollicité par le FBI pour faire un clip pour eux. Et je ne sais pas s'il est encore sur le site, mais je l'ai quelque part ici, je ne vais pas le chercher, mais dans ce clip, Michael Douglas dit, voilà, il y a 40 ans, j'ai joué Guico et j'ai crié effectivement ça, mais ça, c'était du théâtre. Ça, c'était du théâtre. N'oubliez pas que c'était du théâtre. Et aujourd'hui, avec du recul, je dois rappeler que si quelque chose paraît trop rentable, c'est qu'il y a quand même quelque chose de louche là derrière. Et donc, si vous voulez en savoir plus, ou si vous en savez plus, voilà le numéro du FBI. Donc, vous voyez comment c'est une symbolique, enfin une mise en scène, un film quand même, est devenu culte au point où il a exprimé la culture d'une époque et il a fallu appeler les protagonistes sur la même scène ou presque pour, n'est-ce pas, faire un démenti 40 ans plus tard, un démenti anthropologique. Éthique en finance ou éthique de la finance. Si on produit un homme financier, on n'a pas besoin, on n'a pas les moyens d'avoir de l'éthique en finance parce qu'il est lui-même, il fait partie de l'univers financier. Il ne peut plus avoir de réflexe éthique autre que celui de faire fonctionner le système. C'est seulement avec un regard externe, donc en dehors de cette anthropologie-là, que l'on peut espérer, qu'on peut développer, qu'on peut apporter un regard éthique. Je passe la dimension ricoeurienne, puisque le temps presse. Je vais essayer de respecter à quelques minutes près ce qui m'a été imparti. Quelles sont les questions ouvertes? Quelles sont les questions ouvertes? Si on veut vraiment remettre de l'éthique en finance
et pas produire de l'éthique de la finance. Il faut avoir présent à l'esprit les 4 niveaux. Les 4 niveaux qui sont les suivants. Le niveau méta, celui de la Weltanschauung, dont les théories ou la manière dont on conçoit l'économie aussi dans l'université, pas seulement l'économie-finance bien sûr, sont très importants. Donc là, il y a un travail de décapage et de lecture critique à faire. Il n'a pas commencé et il y a des bonnes raisons, on pourrait dire des vested interests, qui peut-être ça ne commencera pas de sitôt. Il y a le niveau du cadre institutionnel. Là, la crise a sonné les cloches, si vous permettez l'expression. Là, il y a des décideurs qui ont pris un peu peur. Alors, ce n'est pas encore la grande frousse, mais qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond, y compris dans les institutions de l'intermédiation financière. Et puis, c'est là qu'on voit poindre des efforts comme celui du groupe des 30 qui disent, pour la première fois, ils ont écrit sur tout, sauf sur les questions de culture, d'éthique, etc., à l'intérieur de l'industrie financière. Là, ils disent, les choses ne tournent pas rond, il faut que vous, conseil d'administration, vous, les CEO de ces entreprises, que vous preniez vos responsabilités, donc aux dimensions macroéconomiques, donc le signal vient du côté macro, en disant, mais vous, au niveau méso, au niveau des entreprises, au niveau des acteurs, vous devez empoigner. C'est pas confortable, c'est pas drôle, mais vous devez faire quelque chose. Il y a cette grande hésitation, ethics space, éthique de la finance ou éthique en finance, elle est là, mais au moins on a mis le doigt sur le problème. Et puis ensuite, il y a la question des acteurs individuels de chacun d'entre nous. Parce que si l'interrogation éthique est uniquement contenue dans la sphère professionnelle, ben elle va faire long feu. On passe d'une institution à une autre, on change d'éthique comme de chapeau, de cravate ou de bouton de manchette. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, je pense. Donc si on veut vraiment avoir de l'éthique en finance, c'est au niveau de à ces 4 niveaux qu'il faut réfléchir, qu'il faut surtout agir, il faut créer des exemples et il faut aussi produire de la matière de réflexion. Parce que c'était un champ qui a été laissé en jachère pendant pas mal de temps. Et encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, il était tellement technique et tellement technologique que c'est très difficile de faire rentrer là-dedans un peu de décapant, un peu de questions déstabilisantes. Donc 4 niveaux. Parce qu'en effet, le dilemme, l'éthique, c'est pas une liste de valeurs, c'est pas des beaux codes, c'est la culture du dilemme. La culture du dilemme, ça veut dire quand j'ai plusieurs options et chacune d'entre elles, elle correspond ou répond à un certain nombre de valeurs et ces options sont mutuellement exclusives. Qu'est-ce que je fais ? Moi, en tant que micro, moi, en tant que méso, moi, en tant que régulateur macro qui permet ou qui interdit un certain nombre ou qui pose des conditions à un certain nombre d'activités, à tous ces 3 niveaux, il y a la culture du dilemme. Donc, assumer des choix. Et on déteste ça. On déteste ça en politique, on déteste ça dans le business. Il faut toujours avoir une couverture. Ce n'est pas un choix, ça a été dicté, ce n'est pas moi. C'est la logique, c'est l'équation, c'est l'ordre. C'est pas moi, pas moi. Mais sans une prise de responsabilité à chacun de ces 3 niveaux, parce que le 4e, ça c'est la prise de responsabilité des enseignants, des professeurs, des théoriciens. Elle est aussi très très forte, mais elle se traduit peut-être en des termes un peu différents. Donc le dilemme me paraît quelque chose de totalement fondamental, et c'est lui qui permet à l'éthique de devenir ce compas à l'action, guider l'action, et on sait que les choix, certains choix, sont très difficiles. La question ouverte, puisque parler de la confusion entre les moyens et les buts et les fins, mais la question de combien c'est trop, how much is too much,
C'est une question que l'on a balayée du revers de la main. Elle était très présente dans toute la moralité, on pourrait dire judéo-chrétienne, islamique aussi, très présente. Mais avec la théorie du marché, n'est-ce pas, et des vertus, des vices privés qui font des vertus publiques, mais tout ça a été encore une fois balayé d'un revers de main. Donc l'auto-limitation, hein, à partir de quand je deviens trop gourmand, non pas seulement pour mon poids, mais par rapport au contexte général. C'est quelque chose qu'il faut redécouvrir. Ça se pose au niveau des externalités, ça se pose au niveau des rémunérations, ça se pose au niveau de la prise de risque, ça se pose au niveau de toutes les considérations possibles et imaginables. Plus propre à la finance, j'avais dit que la finance avait besoin d'éthique parce qu'elle était une activité d'intermédiation. Et cette intermédiation, elle risque, elle bute tout le temps sur le conflit d'intérêts. Parce que si je suis entre deux, et puis si je vais faire un match, mais je suis dans une situation de conflit d'intérêts. Et puis si je suis rémunéré d'une manière ou d'une autre par la transaction, ben, je suis dans un conflit d'intérêts. C'est indéniable et ça fait partie de l'activité d'intermédiation. Donc plutôt que de ramener la discussion du conflit d'intérêts, comme on le fait souvent, le conflit d'intérêts, c'est quand j'ai investi dans une entreprise, j'investis au niveau professionnel via mon employeur dans une entreprise dont mes enfants sont actionnaires, par exemple. Ok, mais c'est peanuts. Le point central, c'est de dire comment est-ce que j'arbitre, moi, en tant qu'institution, la plupart du temps, dans ces cas-là. Et on a eu des scandales, et on a eu des scandales à la répétition, parce que, n'est-ce pas, d'un côté, un bout de l'entreprise vendait des analyses, et l'autre bout, sur ces analyses, engrangeait des deals, et ces analyses, bien sûr, tu me fais une bonne analyse, parce que j'ai des choses que je peux vendre. C'est clair que ce n'est pas uniquement un conflit d'intérêts au niveau des personnes, c'est un conflit d'intérêts qui est dans le DNA de l'institution. Donc aussi longtemps qu'on ne s'attaque pas à ce type de situation, mais la finance aura beaucoup de peine à regagner la confiance publique. Et puis encore un autre point, et là il y a une différence assez forte dans la culture financière entre les deux rives de l'Atlantique, si vous voulez. Pour une bonne partie des auteurs américains, qu'est-ce que c'est que la finance? C'est du commerce, en gros. Just trade. Et du coup, le devoir fiduciaire par rapport à un client qui peut-être ne sait pas, qui peut-être ne comprend pas, passe tout à fait au second plan. Il n'a qu'à savoir. C'est comme celui qui achète des pantalons, s'il ne les a pas essayés, et puis s'ils s'avèrent trop petits, trop courts, trop... Cave à temptor, c'est son problème. Dans la tradition européenne continentale de la finance, la dimension fiduciaire, donc la prise en compte des intérêts bien compris, même s'ils ne sont pas compris par le client, la prise en compte des intérêts bien compris, elle est très lourde, elle est très présente. Mais avec la globalisation et la forte présence de la culture d'inspiration anglo-saxonne dans le milieu financier, la dimension fiduciaire est en train de ficher le camp. Ficher le camp, parce que c'est très inconfortable de devoir penser à l'autre plutôt qu'à soi-même. Donc on devient très facilement un prescripteur qui fait signer 20 pages de quelque chose à un client qui n'a même pas le temps de feuilleter, de même pas lire, feuilleter. Et puis tout simplement on se débarrasse de la responsabilité juridique. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec des banquiers suisses qui avaient affaire à Madoff. Ils disaient, mais nous on leur a posé des questions. On avait lu le small print, on leur posait des questions, et quand on posait des questions, ils nous envoyaient des gens du marketing. Donc on reposait les questions, ils nous renvoyaient des gens du marketing, nous on a renvoyé les papiers et les gens du marketing avec. Parce qu'on ne répondait pas aux véritables questions, on ne voyait pas où était l'intérêt du client. Bon, c'est une petite anecdote, mais voilà, ça c'est bon. Et puis, je pense que ce qui est fondamental, c'est les formations, j'ai beaucoup parlé. J'ai parlé de la formation dans les enceintes universitaires, mais il faut aussi parler de la formation des professions. Et il commence à y avoir une réflexion sur
est-ce que les professions financières, c'est pas peut-être un peu comme les médecins et des fois des avocats dans certains pays qui ont une mission publique et il y a un besoin de développer pas seulement un code de déontologie, mais une véritable réflexion et aussi des réflexes éthiques. Cette histoire du devoir fiduciaire, n'est-ce pas, repointe le bout de son nez. Donc les formations sont importantes, mais les formations, il ne faut pas se faire d'illusions, les formations sont aussi données par ceux qui précèdent, et puis il peut y avoir aussi un transfert de très mauvaises pratiques. Je termine par ce point, depuis 10 ans, l'Observatoire, avec d'autres, on anime un prix qui s'appelle Ethics in Finance, maintenant il va changer de nom, et puis bon, cette année, en automne dernier, on a eu la remise de prix au FMI avec Madame Lagarde et tutti quanti. Et celui qui a gagné le prix, vous pouvez trouver les essais sur le site de l'Observatoire, celui qui a gagné le prix, qui travaille pour un régulateur anglais, a écrit un papier en disant comment est-ce qu'on doit faire pour protéger la nouvelle génération de l'influence perverse des aînés dans les institutions financières. Comment est-ce qu'on doit faire pour qu'ils ne soient pas noyés en quelque sorte dans la culture ambiante et qu'avec la fougue de la jeunesse et la force de la jeunesse, ils ne soient pas en quelque sorte retournés. Et visiblement, c'est un papier qui a attiré pas mal d'intérêt parce qu'il n'y a pas longtemps, m'a envoyé un mail en disant le nombre de conférences, notamment dans les associations bancaires, mais aussi chez les régulateurs, que ce soit de ce côté ou de l'autre de l'océan, il a été invité pour présenter ces papiers. Donc le rapport, ce n'est pas parce qu'on forme nécessairement que l'on dit tout, et ce n'est pas nécessairement parce qu'on est jeune que les choses vont changer. Il faut qu'il y ait la dynamique de changement, et cette dynamique, elle va par l'enseignement, mais aussi par les transformations des cultures des institutions. Je vous remercie de votre patience. Merci, Monsieur Deminski. Donc, comme la coutume le veut, je vais passer dans les rangs. Je vous demanderai de lever la main. On peut prendre plusieurs questions à la suite de l'autre. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou une question. Levez le bras, n'hésitez pas. Oui. Bonjour et merci pour votre très intéressante présentation. Mais vous n'avez absolument pas abordé le problème de la rémunération des dirigeants bancaires. La rémunération des traders, la rémunération des vendeurs, la rémunération des courtiers, et qui me semble être à la base de toute la perversion dans leurs agissements et notamment leur comportement vis-à-vis de leurs clients. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut en prendre 2, 3 à la suite. Oui. Bonjour, je vous remercie pour votre exposé, mais ce qui m'a frappé dans votre exposé, c'est qu'il n'y avait pas aucune référence sur le pouvoir. Quel est le rapport du pouvoir, soit étatique, soit supranational, soit entreprise avec l'éthique et finance? Parce qu'à mon avis, j'interviens beaucoup le pouvoir. C'est-à-dire, comment on peut mêler, on peut dire éthique et finance sans faire référence au pouvoir. C'est probablement lié à la question précédente, mais vous avez fini en citant ou en parlant du FMI. Bon, FMI, Banque mondiale et compagnie, il y a aussi une grosse question de pouvoir. Je vois un petit peu un paradoxe à voir remettre un prix d'éthique au sein du FMI, parce qu'il y a quand même d'énormes critiques par rapport au FMI et autres institutions internationales financières qui ont un pouvoir peut-être pas complètement neutre. Et depuis longtemps. Oui, on va peut-être encore prendre. J'aurais voulu vous faire plus clair la hiérarchie dans le système. Morale, en haut, éthique, politique, un peu à la grecque, politique, suivant les règles de la morale et de l'éthique,
Et économie, de nouveau, définition grecque, pour le bien de tous, économie pour le bien de tous, activité pour le bien de tous, et finance au niveau le plus bas, à savoir le fuel pour alimenter l'économie, mais pas la finance en haut. Et j'aurais bien voulu que vous précisiez davantage ce genre d'hiérarchie, de pyramide hiérarchique. Je vous laisse répondre et puis on fera peut-être un deuxième round. D'accord, très bien. Merci pour les questions très pertinentes et qui sont des ouvertures sur des chapitres. Je vais les prendre un peu dans l'ordre. La question des rémunérations. C'est clair que, je ne sais pas si vous avez vu, certains peut-être ont regardé ce film qui s'appelait Inside Job, on parlait dans la voiture. Il y a une référence qui m'a beaucoup frappé. On parle avec un ancien broker ou un ancien trader qui disait, quand il a commencé sa carrière dans les années 70, ben pour boucler les fins du mois, il devait avoir un deuxième job, hein, en quelque sorte. C'était une activité, du point de vue de la rémunération, un peu comme une autre. C'est clair qu'on a commencé, en bonne partie, nourri par le monde des modèles, hein, on a commencé à bâtir des systèmes de rémunération qui sont basés à la fois sur les commissions gigantesques qu'engrangent les différents individus, donc on n'a pas du tout à faire avec, donc je parle plutôt des traders plutôt que des tops, je vais parler tout à l'heure des tops, et c'est clair que ça a contribué à cette perte du sens des limites, et c'est clair que c'était un des pas, mais encore une fois, idéologiquement justifié par le fait de dire les vices privés font des vertus publiques, parce que de cette manière, on fait vivre le marché. Le marché est là pour découvrir les prix sont là pour l'efficacité est là pour la croissance, et la croissance est là pour le bien de tous. Donc on avait fait le tour de manière... Alors bien sûr que ça a pris des proportions faramineuses. Et on avait fait en 2005 un livre sur Enron, je me souviens très bien, et dans ce bouquin, on se posait la question, est-ce que le cas d'Enron, est-ce que c'est effectivement un cas isolé, ou est-ce que c'est symptomatique d'un mal qui ronge l'ensemble de la planète financière? Notre réponse était de dire que c'était un symptôme. Donc il y en a d'autres, en quelque sorte. Donc oui, l'élément de rémunération, c'est un des éléments visibles, mais il découle de ces confusions dont j'ai parlé auparavant. Donc c'est clair, je n'ai pas fait un discours sur les rémunérations, mais c'est parfaitement cohérent. Et il n'y a pas de justification économique, surtout quand on parle des dirigeants, parce qu'encore le trader, c'est l'intermédiaire qui décroche la bonne affaire. Bon. Mais le big boss, il est là pour... C'est impossible de démontrer quel est son apport, parce qu'il est là à la tête d'une grande équipe, et c'est lui de faire fonctionner cette équipe. Il a le droit à une rémunération, mais pas au centuple ou 1000 fois plus importante que celui qui balaye le sol. Il y avait cette magnifique anecdote, un fonds d'investissement m'avait dit peu avant la crise, on s'est débarrassé de toutes les actions financières. Je demande sur quelle base? Il dit sur une base très simple. Dans le Financial Times, ou un autre journal, il y avait 2 pages. Sur une page, la banque Lambda se vantait des résultats extraordinaires avec la rémunération en conséquence des dirigeants, et sur la dernière page, parlait de la grève des nettoyeurs de cette même boîte qui était outsourcée. Et un journaliste pose la question au directeur, mais bon, vous engrangez ici des milliards, et puis là-bas, ils rouspètent, enfin ils essayent d'avoir 10% d'augmentation sur une base de 5 pounds ou de 7 pounds de l'heure. Et il a dit, je m'en fous, c'est du sous-traité. Et il a dit, à partir de ça, donc l'investisseur a dit, si c'est ça, la morale interne de l'activité financière, il n'y a rien à en attendre, je balance tout. Donc on peut dire, il peut y avoir une sanction, hein, il peut y avoir une sanction, mais elle est très 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 indirecte, et nous sommes très loin de ça. Donc ça c'est la première question. La question du pouvoir, bien sûr, la question du pouvoir, elle ne se pose pas seulement dans le monde financier. Elle se pose, c'est un autre discours, sur les méga-entreprises, les mastodontes qui nous gouvernent, hein, le monde des géants. Si vous prenez les 1000 plus grandes entreprises mondiales, vous regardez qu'est-ce qu'elles font comme valeur ajoutée, vous regardez quelle est la valeur ajoutée de leurs sous-traitants,
quelle est la valeur ajoutée estimée de leurs distributeurs, vous arrivez à un chiffre de l'ordre de 50 à 60% du PNB mondial. D'accord? Donc bien sûr, on a affaire à une oligarchie ou oligopole, ou etc. C'est certain. C'est certain que les acteurs financiers jouent un rôle particulier là-dedans. Mais voilà, c'est pour ça que l'identification des grands joueurs, ce que fait la Banque des règlements, enfin plutôt le Forum de stabilité financière, identifier les grands joueurs, là, les Systemically Important Financial Institutions, c'est une chose. Mais maintenant, il faut commencer à les réguler de manière particulière. Parce qu'on a vu qu'ils avaient une puissance systémique qui peut faire valser le tout. Donc c'est le pouvoir indirect, ce n'est pas le pouvoir de pression directe, il existe aussi, mais là c'est la prise en otage en quelque sorte de l'économie mondiale. On l'a expérimenté. La réponse est extrêmement molle, pour des raisons qu'on peut imaginer, que ce soit au niveau des groupes de pression, que ce soit au niveau des relais lobbyistes, etc. Donc le pouvoir, oui, mais je ne pense pas que le pouvoir financier soit plus important que le pouvoir d'autres conglomérats ou d'autres entreprises de même taille. La question du FMI. C'est pas un lieu de pouvoir, le FMI. Hein. Ils sont plutôt en perte de vitesse comme institution. Alors bien sûr, on vit sur les pressions de la conditionnalité pendant la crise latino-américaine, etc., des années 80. Bien sûr, ça c'est indiscutable. Aujourd'hui, la puissance du FMI, elle est très faible en termes de taille et en termes d'instruments d'action. C'est clair qu'ils sont en train enfin ça fait 20 ans, qu'ils cherchent une nouvelle mission. La Banque mondiale, un peu moins, parce que la Banque mondiale, avec les projets de développement, elle est aussi tellement éparpillée qu'on ne sait plus tellement ce qu'elle fait. Donc le FMI, oui, il cherche une nouvelle mission. Les gouvernements ne veulent pas le lui lâcher, et la sphère privée non plus. Donc moi, je n'ai pas l'impression que ça soit un lieu de pouvoir. C'est souvent imaginé comme un lieu de pouvoir. Mais la capacité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils n'arrivent même pas à décider sur les droits de tirage spéciaux. Ça fait 20 ans qu'ils essayent de faire une émission de droits de tirage spéciaux, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est bloqué par les pays industriels. C'est pas le FMI qui veut pas. Le FMI voudra bien. La même chose avec le désendettement des pays en voie de développement, l'initiative Kipik et compagnie. Ben, on a fait des progrès, mais c'est quoi? Mais c'est du micro dans le micro. Les chiffres paraissent gros, mais si vous les comparez à l'ensemble de la dette, ne serait-ce que des pays du tiers-monde, je n'ai pas les chiffres ici en tête, mais c'est 2-3% de la réduction. C'est rien. Donc moi je ne dirais pas que c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu symbolique du pouvoir, oui, mais ce n'est pas un lieu de pouvoir. De là à dire qu'ils sont insignifiants, je n'irai pas jusque-là non plus. Mais le fait de découvrir que la finance, ce n'est pas seulement la technique de financement des déficits commerciaux, mais je pense que c'est une excellente excursion pour le FMI. Donc je pense que le fait qu'ils s'ouvrent, parce qu'ils ont fait un séminaire ouvert à leurs collaborateurs sur les questions d'éthique en finance, ben moi j'ai trouvé que c'était très bon d'écouter la parole des jeunes, donc ceux qui ont gagné, d'écouter la parole des jeunes par 200 fonctionnaires du FMI. Je trouvais que c'était parfaitement la mission du prix éthique en finance était accomplie. Je ne sais pas s'il y avait encore d'autres questions ou non, je crois. Ah oui, la hiérarchie, oui. Je vais repasser le micro après. Oui, il y a encore la question sur la hiérarchie. Ah, sur la hiérarchie. Oui. Ah, pardon, oui. Alors, hiérarchie, vous avez mis l'éthique tout en haut, si vous voulez, comme éthique fondamentale, c'est-à-dire la réflexion sur la source des valeurs et des règles morales. Oui, indiscutablement. Mais il y a une autre éthique, qui est l'éthique appliquée, qui est celle de l'action, en quelque sorte. Une fois que ces valeurs sur lesquelles on va appuyer l'action ont été clarifiées ou sont en voie de clarification, ben, vient l'étage en dessous de l'éthique appliquée dans un contexte donné. Dans un contexte que ça soit de la finance, que ça soit de l'économie. Et c'est à ce niveau-là de l'éthique que je parlais. Je ne parlais pas des grandes valeurs fondamentales, parce que je pense, d'une part, que c'est une discussion qui dépasse le contexte de l'économie, d'une part, et puis, d'autre part, ces valeurs au niveau, on pourrait dire, abstrait,
sur lesquels il y a une grande convergence. La question, c'est comment est-ce qu'on les fait vivre dans des situations et dans les décisions quotidiennes d'un opérateur, que ce soit un opérateur économique, que ce soit un opérateur financier. Donc vous avez dit que la finance, c'est tout en bas. Peut-être traditionnellement, elle est tout en bas, comme celui fournisseur de fuel, c'est le terme que je crois que vous avez utilisé. Oui, mais quand la finance devient un gestionnaire de risque, quand elle devient un gestionnaire de mon avenir et de votre avenir, c'est peut-être pas uniquement la plomberie en quelque sorte qui amène de l'épargne vers les projets d'investissement. Il y a une autre épaisseur, et aujourd'hui, pourquoi le rapport entre l'économie réelle et l'économie financière est devenu si ambigu? C'est que la finance a pris une importance considérable, et certains, on pourrait même poser la question si l'économie réelle est autonome par rapport à la finance. Non, elle n'est pas. Donc la hiérarchie, même si traditionnellement la finance était très très peu développée, aujourd'hui elle est dans une situation d'hypertrophie extraordinaire. Et je pense qu'elle est, aussi longtemps que le politique ne tape pas du poing sur la table, elle est le driving force. Le politique aurait la possibilité, s'il voulait, de découper un certain nombre de mastodontes financiers avec un dégonflement. Mais personne ne veut ce dégonflement. À commencer par les rentiers des pays occidentaux. Parce que c'est quand même une bonne partie des actifs financiers, directement ou indirectement, c'est là qu'ils se trouvent. Donc la grande déflation, moi j'ai l'impression que nous ne sommes pas loin d'une fonte des capitaux d'épargne. Une fonte de capitaux d'épargne. Et c'est la condition pour le redémarrage de l'économie mondiale. Et encore aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé un article de la presse financière, du FT, où Martin Wolf parle de ça. Pour la première fois, ce qui était évident, qu'on va vers une destruction du capital d'épargne. Peut-être c'est à la condition de démarrage, mais ça va laisser du sang sur l'ardoise. Ça ne va pas se faire. Donc moi je le dis, on est loin de l'éthique financière au sens premier du terme, mais il me paraît que la sortie de la crise, elle doit passer par une renégociation de la dette tous azimuts. Tous azimuts. Donc on va pas, si on attend des défauts, si on attend des abandons de créances bienfaitrices, elles ne viendront pas. Donc on va aller vers des défauts, et si on va vers des défauts, on peut aller vers l'anarchie, et si on va vers l'anarchie, Dieu sait où on peut aboutir avec ça. Donc plutôt que ça fait 7-8 ans que je dis qu'il faudrait plutôt restructurer la finance ou l'endettement d'un certain nombre d'acteurs, non seulement des acteurs publics, des ménages qui sont, dans certains pays, sont surendettés, et des entreprises qui aussi sont tellement fragiles parce qu'elles sont surendettées. Donc il faudrait restructurer, prendre ça, mais personne. Là, il y a une question de pouvoir, de leadership. Il y a un problème de leadership, et bon, vous êtes au cœur de l'Europe, vous savez très bien qu'au niveau européen, tout le monde ne parle pas exactement de la même, n'a pas la même vue sur la question. Alors, deuxième série, levez votre bras, oui, madame, c'est la première. Merci. Juste pour rebondir, là, quand vous parlez d'éthique appliquée, c'est lié à la culture des dilemmes dont vous parliez tout à l'heure, finalement. C'est donner des outils, ou moi j'appelle ça des canevas éthiques, pour pouvoir lire une situation pour des étudiants, par exemple, dans le sens de l'université. Alors ma question, c'est, j'ai trouvé intéressant l'esprit des 4 niveaux dont vous parliez, méta, macro, méso, et vous avez parlé du rôle des conseils d'administration, qui était de sensibiliser, si j'ai bien compris, par rapport à ça. Mais les conseils d'administration, vous les avez mis dans le niveau macro plutôt que dans le niveau des acteurs, des entreprises. Non, je crois que j'ai... Et juste pour terminer, les conseils d'administration, c'est aussi l'organisme qui vont donner du sens ou des valeurs qui vont permettre de la responsabilité sociétale dans les entreprises. Alors, il y a encore... Si j'ai bien compris, vous êtes d'accord avec l'hélicoptère de M. Draghi,
Et où est l'éthique dans ce point-là? Il y a encore une question ici, oui. Sorry. Merci. Moi, c'est plus une remarque qu'une question. C'est qu'en écoutant tout cela, depuis 2007, tout le monde est au courant de tous les problèmes, tous les effets de bord, de cette financiarisation dont vous avez parlé, de cette explosion du marché des dérivés. Quel est vraiment le rôle des régulateurs, justement? Tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde essaye d'interagir, mais on constate, notamment en Suisse, puisque vous venez de Suisse, que les rémunérations des hauts dirigeants explosent, tandis qu'il y a eu quand même la crise du franc fort l'an dernier, qui a fait beaucoup de mal à l'industrie. Mais au niveau macro, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde essaie de mettre en place des mesures, mais finalement rien n'avance. Donc voilà, je voulais juste savoir si vous partagez le même sentiment que moi. C'est pas vraiment une question. J'ai juste une petite question. D'abord, merci énormément pour cet exposé. Pour moi, ça met tantôt la finance comme une religion, tantôt comme une science qui est extrêmement outillée en termes de technologie. Vous avez cité, je vois quelques technologies derrière. Mais vous terminez avec le prix éthique en finance. Est-ce à dire que la planche de salut ne viendra pas par la régulation que l'on a su étouffer au fur et à mesure d'intérêts qui dépassent le commun des mortels et qu'on a vu disparaître sur les dernières années, mais vient-elle de la jeunesse que l'on doit préserver et qui doit nous décrire un nouveau modèle? Merci. Merci. Alors pour les 4 niveaux, ce que je disais, je crois, en tout cas ce que je voulais dire, c'est que dans le groupe des 30 fustigeait les conseils d'administration et les directions opérationnelles de se préoccuper. Donc il parlait au niveau 2, si vous voulez, dirigeants vers le niveau 3, en disant, vous les gaillards là-bas dedans, dans les boutiques, vous devez faire de l'ordre, vous devez savoir ce qui se passe, vous devez être exemplaires, parce que si vous ne mettez pas la culture, il parlait très peu d'éthique en tant que... Mais si vous ne mettez pas la culture de vos institutions à l'endroit, vous allez dans le mur, et nous allons dans le mur tous. Hein. Donc ça, c'est très clair, c'est une voie du niveau 3 qui se dirige vers le numéro 2, en disant, mais il faut que vous fassiez votre travail et votre ménage. Oui, bien sûr, le rôle des conseils d'administration est fondamental, il pourrait être fondamental, mais ils sont assez somnolents, les conseils d'administration. Et c'est assez... D'ailleurs, dans un des rapports de l'Union de banques suisses, je crois 2009, après le sauvetage, etc., il y avait un footnote... Non, c'était pas un rapport annuel, c'était une prise de position par rapport à une affaire juridique. Il disait, mais en fait, le président du conseil d'administration, qui avait signé ce document, disait, mais en fait, le problème de l'UBS, c'est la faillite de la culture. Hein, la faillite de la culture. Il l'avait identifié, mais ils n'avaient rien fait. Quelques semaines après, j'étais invité pour parler dans cette même banque, pour ne pas la nommer, du prix éthique en finance, et j'avais l'impression d'être face à un groupe de clones. Il y en avait 50, 60, qui étaient dans une phase lambda du training interne, des gars avec des diplômes magnifiques, entre 28 et 32 ans, quelque chose comme ça. Il n'y a pas une question qui a été posée, il n'y a pas une remarque qui a été posée. Par contre, quand on a fini les sandwichs, il y en a 2 ou 3 qui sont sortis derrière moi, puis on est allé boire une bière. Et puis là, les langues sont ouvertes. Hein, là, les langues se sont ouvertes. C'est impressionnant, l'incapacité, la peur, la terreur d'aborder et ça, c'était du vécu, c'était pas du spéculatif ce qu'il racontait, hein, c'était du vécu. Donc, il y a cette tension extraordinaire que, bon, notamment le groupe des 30, moi je dis pas, hein, j'ai dit toutes les réserves que j'ai par rapport à ce papier, mais il dit libérez tout ça et faites-les réfléchir, permettez aux jeunes de réfléchir en termes de vérité, en quelque sorte, sur les problèmes et les expériences qu'ils rencontrent. Parce que la question du dilemme, il me paraît fondamental, parce que le dilemme, ça passe par la reconnaissance d'une marge de liberté, j'ai le choix. Dans un système sourd, parce qu'il y a une ambiguïté entre
la situation du dilemme et la situation du commandement. Dans le commandement, hey, tu dois faire ça, tu n'as pas de dilemme, tu obéis, point. Je me souviens d'une discussion avec un responsable, haut responsable d'une institution financière qui me disait il y a quelques années, avant la crise, mais avec tes histoires là, j'ai pas besoin de gens qui réfléchissent, j'ai besoin de gens qui obéissent. Hein? Alors bon, alors bien sûr, ça, là, il n'y a pas de place de dilemme. Culturellement, il n'y a pas de place pour un dilemme. Mais si on ne passe pas par un dilemme, on ne peut pas parler d'éthique appliquée. On peut parler du ethical design, on peut parler de brochures éthiques, etc. Le rôle des régulateurs. Les régulateurs sont devenus, pendant la période euphorique, sont devenus captifs de l'idéologie du marché, de manière évidente. Et à partir du début des années 90, si on regarde l'histoire des règles Bâle II, etc., les régulateurs, donc le comité de Bâle, a commencé à traiter les grandes banques comme étant des partenaires de discussion. On négociait beaucoup plus qu'on régulait. Donc la direction, en quelque sorte, ce n'était pas le top-down, c'était presque de la négociation, bien sûr, avec un pouvoir décisionnel à la fin, mais bon. Donc là, les régulateurs, ils se sont laissés séduire parce qu'ils venaient du même moule intellectuel. Hein. Vous vous souvenez, peut-être vous avez vu l'échange quand la reine Elisabeth a posé la question à la London School of Economics, pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu venir tout ça, vous, la fleur de l'intelligentsia financière? Et puis, lisez la lettre de réponse. C'est extraordinaire, cette lettre de réponse. Vous la trouvez sur Internet, où on dit finalement, c'était de l'amour-propre au cube, et la confiance que les banquiers savaient ce qu'ils faisaient, que les régulateurs faisaient ce que faisaient les banquiers, que les scientifiques avaient le contrôle sur tout ça, et puis je me tiens, tu tiens par la barbichette, et puis on danse. C'était vraiment ça, d'ailleurs, il y avait un des dessins qui a été fait, qui était exactement celui-là. Donc oui, les régulateurs se sont assoupis, se sont endormis, et aujourd'hui, ils se découvrent un peu dépouillés d'instruments. Hein, et puis on cherche. Alors, est-ce que quelqu'un posait la question, est-ce que je suis d'accord avec le helicopter money de M. Draghi? Mais je ne vois pas très bien où est-ce que vous avez vu le lien entre... Comment est-ce que vous avez déduit que j'étais d'accord avec lui? Mais oui. Oui, mais distribuer du vent. Oui, d'accord, mais c'est du vent. Mais on voit que ça, quelque part, c'est du vent. Et distribuer... Alors, on aurait pu... On va revenir sur la solution de la crise, mais le helicopter money est peut-être moins mauvais que celui de refiler ça uniquement au secteur bancaire. Hein? Donc, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc si c'est ça l'alternative, je dis oui, très bien, le helicopter money peut faire l'affaire. Mais je ne vois pas pourquoi les banques centrales ont fait ce qu'elles ont fait. Elles ont fait uniquement pour préserver un système qui, lui, est moribond. Mais ils l'ont fait. Je pense que si on était à leur place, on aurait aussi la tentation de faire la même chose au nom de la conservation, d'éviter un effondrement. Parce que si c'est le premier étage qui tombe, ça va, mais si c'est les 15 supérieurs, on a un problème. Donc, je pense qu'il faut reconnaître qu'ils se sont trouvés de manière inattendue dans une situation à laquelle, intellectuellement, ils n'avaient jamais réfléchi. Je ne justifie pas, mais je reconnais la difficulté de la situation. Le prix éthique en finance. Alors, le prix éthique en finance, 2 mots sur ce prix. Il portait le nom de Robin Cosgrove. Maintenant, on ne va plus le véhiculer, mais Robin était un jeune financier qui avait dit à sa mère, dans les années 2005, que c'était au cœur d'un hedge fund, quelque part, et il avait dit à sa mère, écoute, si ça continue comme ça, la mentalité et l'absence d'éthique, l'industrie financière va dans le mur et le monde avec. Et quand je serai riche, disait-il, bien sûr, ça c'est toujours, je ferai des choses pour que ça change. Il n'avait pas de chance parce que 2 jours après, il a dévissé dans une excursion en montagne et sa mère s'était dit, voilà, c'était comme si il m'avait transmis un genre de testament. Et on a fait ce prix ensemble pendant 10 ans à la mémoire de Robin que je n'avais jamais connu. Avec l'idée était la suivante. Vu que ni dans l'université, ni dans les écoles de business, on a recommencé ça avant la crise, ni dans l'institution financière, il n'y a d'espace pour que les jeunes réfléchissent, parce que le concours est limité à moins de 35 ans, pour que les jeunes réfléchissent sur leurs expériences, sur
ce qu'ils apprennent de manière sur la dimension éthique, ben, offrons-leur un cadre. C'est tout. C'est pas que la génération viendra nécessairement par la jeunesse, mais que de stimuler en quelque sorte, parce qu'il y a un prix qui est donné, donc ça stimule un peu les énergies, stimuler un peu la réflexion auprès des jeunes pour qu'ils le fassent eux-mêmes, parce que personne ou très peu d'enceintes le stimule d'une manière institutionnelle. Voilà, c'était ça le début. Okay. Dernier round, avant les dédicaces éventuellement. Oui, non. Oups, ah oui, là, il y a un petit Arsène. Encore une question, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous parliez de la restructuration de la dette qui pourrait être une solution. Mais est-ce que vous ne croyez pas au contraire que ça risquerait justement de créer ce chaos et cette anarchie que vous avez dit, plutôt que de... Par exemple, je ne crois pas que si on restructure la dette grecque, que les Irlandais, les Espagnols et les Italiens seraient très contents. Ils vont commencer à dire « Ah, bah il suffit qu'ils manifestent des indicateurs de gestion bas, qu'on pleure un peu, une petite crise de migrants, et on leur fait des faveurs. » Moi, je pense qu'au contraire, ce serait la boîte de Pandore, de commencer à... Oui, mais ce que j'ai dit, je suis d'accord avec votre remarque, mais ma vue était différente. C'est que si on ne le fait pas au niveau global, il faut le faire au niveau global. On ne peut pas le faire cas par cas. Là, effectivement, la boîte de Pandore, les précédents, etc. Et puis on sera dans le tunnel de la restructuration des dettes. Mais quand elles étaient latino-américaines, ça allait très bien parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui pouvait contenir un peu les choses. Par rapport à la dette globale, c'est impossible. Donc il faudrait le faire au niveau consolidé, on pourrait dire. C'est très difficile. J'ai posé il y a quelque temps une question à un haut fonctionnaire du FMI. Est-ce que ça serait concevable? On a parlé du lieu de pouvoir. Est-ce que ça serait concevable puisqu'il y a un consensus qui émerge que cette dette ne sera jamais payée, hein? Donc qu'elle relève quelque part d'une fiction, mais qui obstrue, malgré tout, elle obstrue l'horizon. Donc que le fait de regarder l'horizon, un peu à la mode du jubilé vétérotestamentaire, n'est-ce pas, un peu cette idée de dégager l'horizon, est-ce que ça ne serait pas une solution? Théoriquement, ça pourrait l'être. Et le FMI, donc la réponse du haut fonctionnaire, c'est de dire il y a des bruits de couloir, il pourrait y avoir quelques-uns qui voudraient le faire. On n'y est pas. Bon, la presse d'aujourd'hui n'a pas dit que ça se ferait demain, donc je crois qu'on est tranquille pour un moment. Mais parce que si on est d'accord que c'est la dette, en quelque sorte, on a trop colonisé l'avenir, donc il faut le libérer. Cette libération peut se faire par l'inflation, elle ne va pas se faire. Personne n'a trouvé la clé de contact. Et ça va pas démarrer. Les taux d'intérêt négatifs pourraient être une cure, mais ça va aussi plomber beaucoup l'économie réelle, probablement. Donc, il reste une renégociation, comme on l'a fait trop tard, mais on l'a fait avec l'Allemagne après la Première Guerre. On l'a fait, cette renégociation, mais enfin, Hitler était déjà en selle, et puis les choses avaient l'air d'être lancées. Mais je pense que le trop de dette est politiquement, au niveau international, au niveau global, peut être extrêmement dangereux. Donc c'est peut-être une bombe, j'espère que je me trompe, mais c'est une bombe potentiellement à retardement. Ah oui. Moi, je voudrais, je ne sais pas poser une question, mais je me rappelle que pendant les années 80, j'avais un ami à Paris qui travaillait pour une grosse société d'armement. Il a mis en place le système de défense en Égypte, par exemple, avec Thompson. Et un jour, son fils, il avait 13-14 ans, il lui a dit « Mais papa, tu travailles pour les armes, pour la guerre. » Et son papa, Roger, très peu de temps après, il a démissionné complètement et il est allé travailler pour la coopération. Alors, je me demande toujours à quel niveau la barre éthique, morale se place, vu que toujours on la place à un niveau toujours plus élevé. On a toujours des justifications personnelles, politiques, pour trouver la placer plus haut. Et on arrivait maintenant dans une situation dans laquelle
la finance a les mains tachées de sang. Et une chose qu'on parle, on parle toujours on se fait un peu les fleurs, on parle de l'argent, on parle des choses, mais la finance maintenant est impliquée dans les armes, dans les désastres écologiques, dans plein de choses à laquelle, moi je dis franchement, je n'arrive pas à trouver une solution. Combien de personnes ici aussi dans cette salle sont disposées, comme Roger, à quitter et laisser, comment dire, la partie extérieure, la belle voiture, la belle maison, à la place d'autre chose. C'est un peu ça, ma question. Dernier commentaire, oui. Question. Très rapidement, êtes-vous pour oui ou non pour la taxe Tobin? Merci. Votre exemple, donc oui, je pense que c'est je connais beaucoup de personnes, pas des masses, mais qui ont suivi à peu près le même chemin avant la crise, hein, qui sont sortis de l'industrie financière sans attendre la retraite dorée ou un parachute doré, ou etc., parce qu'ils ont vu les limites à la fois éthiques et paradigmatiques de ce qu'ils faisaient. Donc je crois qu'il y a ces gens-là, mais malheureusement l'industrie, même après le départ de votre ami, l'industrie d'armement en quelque sorte continue. Donc en dépit de ces départs, et il y en a, et il y a des gens, des jeunes notamment, et des fois il m'arrive de rencontrer des étudiants, ils me disent au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, j'ai fait le tour, je ne trouve pas de place pour moi dans cette industrie, et ils sont partis. Donc cette tension, elle existe, bien sûr. Quand vous avez 3 crédits, 5 enfants dans les enfants primaires, privés, etc., il y a une situation dans laquelle on peut se trouver prisonnier, et là, ensuite, c'est de chercher des voies de sortie par l'augmentation de marge de liberté. C'est un chemin extrêmement laborieux. Alors, je pense notamment à un personnage qui est public et que vous connaissez tous, qui est un ami proche de l'Observatoire, c'est le primat de l'Église Angleterre, qui a fait ce chemin, qui était au cœur des marchés financiers pendant 20 ans, et puis à un moment donné, il a complètement tourné Kazakh, et puis vous voyez où il est, vous voyez qu'est-ce qu'il fait pour modification de la législation anglaise sur matière financière. Donc il y a des gens comme ça. Pardon ? Non. Alors, il y a des exemples. Je pense, mais je suis de nature optimiste et peut-être naïf, c'est que ce genre de signaux, quand même, ne passent pas tout à fait inaperçus. Qu'il y a des cohortes de jeunes qui se ruent au portail de recrutement de ces institutions, oui, mais il y a certains qui ne se ruent pas. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. Oui ou non sur la taxe Tobin? La taxe Tobin, je ne pense pas. Par contre, on a toujours écrit qu'il faut augmenter la viscosité du système financier. Hein. Donc c'est plutôt les sand in the wheels que la taxe financière au niveau de la taxe financière telle qu'elle était, de la taxe Tobin telle qu'elle était conçue initialement. Mais augmenter la viscosité, donc aller exactement dans le sens inverse, dans lequel on a tout voulu fluidifier. Là, pour que la responsabilité d'une décision soit évidente, c'est qu'elle ne soit pas réversible dans la seconde qui suit, parce que ça coûte. Il faut que les gens réfléchissent avant d'agir. Et la seule manière de le faire, c'est d'augmenter la viscosité. Des éléments de taxation sont des éléments de viscosité, indiscutablement. Donc moi, je le mets dans le panier de la viscosité. Et si vous voulez voir sur le site de l'Observatoire, vous allez trouver un court document de 4 pages qui s'appelle Manifeste pour une finance au service du bien commun, qui date de 2009 ou 2010. Vous allez voir, ces éléments sont mentionnés comme quelques éléments de conclusion sur lesquels je suis revenu dans la discussion. Merci. Alors, on arrive au terme de la conférence, donc bien sûr, il y a possibilité de vous faire dédicacer le livre par Paul Dedemski. Pour nos prochains rendez-vous, je vous signale que ce samedi, nous allons organiser avec Laurent Moïse une petite promenade sur la place financière de Luxembourg pour expliquer comment elle s'est créée, pas uniquement d'un point de vue purement théorique, mais aussi d'un point de vue architectural. Donc les inscriptions sont toujours ouvertes si vous êtes intéressés. Sinon, les autres rendez-vous pour Etika
cas, lundi 25, nous vous donnons rendez-vous... Non, déjà, ce soir, j'oubliais. Ce soir, nous allons organiser une autre conférence avec Christopher Copper sur la question aussi historique liée à la place financière et particulièrement comment la finance allemande s'est introduite dans la place, et je dirais même a créé la place financière de Luxembourg, parce que vous savez que les premières grandes banques à s'installer à Luxembourg dans les années 70 furent des banques allemandes. Donc ça, c'est à l'université à 18h30. On a les renseignements précis pour ceux qui veulent y aller. C'est encore possible de s'inscrire. Donc lundi 25, on présentera à la Spurkis donc une série de petits films en présence de la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg. Qu'est-ce que je peux encore vous citer? Ici, le mercredi 4 mai, nous présenterons une conférence avec Renaud Duterme du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui aura pour objet l'effondrement, mais l'effondrement au sens large du terme. Donc bien sûr l'effondrement civilisationnel par rapport à la crise, non seulement financière, mais également climatique, voire même, dans certains cas, une crise spirituelle. Donc ce sera un effondrement au sens global du terme, mais pas obligatoirement dans un sens alarmiste ni défaitiste, mais aussi pour ouvrir de nouvelles opportunités. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.